L'assassinat de Charlie Kirk est venu le rappeler au monde entier. Les États-Unis n'ont jamais vraiment rompu avec une tradition extrêmement violente sur la scène politique. Le meurtre de l'icône de la jeunesse conservatrice, figure de l'extrême droite américaine, va-t-elle pousser un peu plus les États-Unis vers une nouvelle forme de guerre civile? La violence verbale dans les médias et sur les réseaux sociaux engendre-t-elle ce climat de violence? On en parle avec Amy Green. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes politologue franco-américaine, experte associée à l'Institut Montaigne. Vous enseignez à Sciences Po Paris et je cite votre livre « L'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain ?» édition Talendier. Et en direct de New York, notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Avant de vous entendre toutes les deux, on va voir quel est le climat aux États-Unis 6 jours après cet assassinat qui a sidéré tout un pays et bien au-delà. L'administration Trump se lance visiblement dans une chasse aux sorcières. Elle accuse l'extrême gauche sans preuve d'être responsable de ce meurtre. Notre partenaire suisse, la RTS, a fait le point aujourd'hui sur la situation. Récit signé Claire et Kersley. Le vice-président américain à la place du militant conservateur assassiné Charlie Kirk lors du talk-show de ce dernier. Pendant 2 heures, J.D. Vance s'est exprimé sur la mort de son ami défunt. Salut tout le monde, J.D. Vance, ici en direct de mon bureau à la Maison-Blanche, et je remplace quelqu'un qui ne peut pas être remplacé. Un hommage, mais aussi une déclaration de guerre à ce que le vice-président qualifie de gauche radicale. Nous devons parler de ce mouvement d'extrémisme de gauche incroyablement destructeur qui s'est développé ces dernières années et qui, je crois, est en partie responsable de la mort de Charlie. Nous allons discuter de la manière de le démanteler et de créer une véritable unité qui ne peut naître que lorsque nous disons la vérité. À ses côtés, le chef adjoint au cabinet de Donald Trump promet une impitoyable campagne contre ceux qu'il qualifie de mouvements terroristes intérieurs, sans faire de distinction entre les démocrates et des extrémistes violents. Dieu m'en est témoin. On va utiliser tous les moyens à disposition, à la justice, à la sécurité intérieure et tout le gouvernement pour identifier, démanteler et détruire ces réseaux et assurer la sécurité du peuple américain. Presque une semaine après la mort de Charlie Kirk, une traque en ligne est menée par des membres d'extrême droite contre tous ses détracteurs. Le ministre des Affaires étrangères a quant à lui annoncé que les visas des étrangers célébrant l'assassinat seraient révoqués. Le profil du tueur reste pourtant encore très flou. Aucun mobile précis ou complicité avec une idéologie de gauche n'ont pour l'heure été avancés. Selon les archives de l'État, les parents du tueur sont inscrits sur les listes électorales comme républicains. Voilà, grand angle consacré à la violence politique aux États-Unis. Après cet assassinat, Elisabeth Guedel, peut-être d'abord quelques faits. Le suspect Tyler Robinson va comparaître tout à l'heure pour la première fois. Et oui, ce sera une première comparution depuis sa prison. Ce sera en visio avec un juge de l'État de l'Utah, à une vingtaine de kilomètres seulement du lieu de l'assassinat. Le juge va lui signifier officiellement les chefs d'inculpation retenus contre lui. Il y en a 3, a priori, dont celui d'assassinat. Et c'est celui-là qui risque de lui valoir de la réquisition pour la peine capitale, la peine de mort que même Donald Trump réclame. À ce moment-là aussi, les autorités et les enquêteurs devraient diffuser un peu plus de documents, donc on devrait en savoir un petit peu plus sur Tyler Robinson, ce jeune de 22 ans. On sait qu'il a grandi dans un milieu conservateur, religieux, pratiquant, et d'après les témoignages, il se serait politisé ces dernières années. Est-ce qu'il s'est politisé vraiment vers la gauche radicale, comme l'accuse l'administration Trump actuellement? En tout cas, donc, il a laissé des messages, il a reconnu avoir été l'auteur de cet assassinat. Il s'est même excusé auprès de ses amis. Ça, c'est des messages que les enquêteurs ont retrouvés en ligne. Mais encore une fois, la réelle motivation de son geste, eh bien, ce n'est pas encore éclairci. On en saura un peu plus au cours de l'enquête dans les prochaines semaines. Restez avec nous, Elisabeth. On vous retrouve un peu plus tard. Amy Green, l'influenceur Charlie Kirk, a-t-il payé le prix d'une société américaine qui ne supporte plus la contradiction ? Alors, en effet, il y a une spirale mortifère de la violence en politique aux États-Unis, et plutôt la violence politique. On sait très bien qu'il y a un durcissement du discours politique, une forme de violence supplémentaire qui s'est aggravée, notamment depuis 2017. Il y a des études empiriques qui montrent qu'il y avait un pic de violence qui ne cesse d'accroître depuis 2017. Donc en fait, finalement, on assiste à plusieurs choses. Une forme d'aboutissement extrême d'une polarisation sévère aux États-Unis,
une violentisation, c'est pas du bon français, mais en tout cas du discours politique, un écosystème médiatique qui crée justement cette notion d'ennemi. Et finalement, on ne peut pas s'étonner, on peut être surpris, on peut être choqué, mais c'est difficile d'imaginer en tout cas que ce genre de situation ne va pas se produire. On a d'autres antécédents de la violence en politique, y compris récemment aux États-Unis. Donc, acte après acte, geste après geste, on a des passages à l'acte de plus en plus nombreux. Et Charlie Kirk, c'est la dernière victime ou la victime la plus récente de ces phénomènes très complexes. Ouais, bien sûr, dans l'histoire, il y a eu les frères Kennedy, tentative d'assassinat contre Ronald Reagan, plus récemment contre Donald Trump. Oui. Selon vous, y a-t-il un risque de guerre civile aux États-Unis? Alors, guerre civile, c'est effectivement une formule qui est très très forte, mais ce qui est vrai, c'est que le fait qu'on en parle témoigne justement d'une virulence dans le débat politique aux États-Unis, ce qui est absolument montré par des études, et j'en fais état dans mon livre justement, du fait que les oppositions politiques se voient un ennemi. Aujourd'hui, démocrate ou républicaine voit son adversaire pour certaines comme menace existentielle. Donc à partir de là, à partir du moment où il y a même des leaders politiques qui qualifient l'opposition d'animaux, de mal, dans le sens biblique du terme, c'est vrai que le geste violent ne traîne qu'à 2 pas, en fait, finalement. Donc c'est presque, en effet, une logique de progression dans cette violence, cette spirale de violence. J.D. Vance, le vice-président, dit que les données sont claires. Selon lui, les gens de gauche sont bien plus enclins à défendre et à célébrer la violence politique. Pourtant, il y a quelques mois, c'était il y a 3 mois même précisément, Melissa Hortman, élue démocrate du Minnesota, qui était assassinée, et son époux également avec. Les jeunes, semble-t-il, aux États-Unis, 34%, me disait tout à l'heure au téléphone Elisabeth Guedel en présentant, trouvent légitime de passer à la violence en fait face à un adversaire qui est à leurs yeux extrémiste et qui n'a pas droit au chapitre. Oui, absolument. Effectivement, il y a des mesures de cette acceptabilité du geste violent qui montrent qu'à droite, ou à l'extrême droite plutôt, il y a plus d'ouverture à cette possibilité, mais à gauche aussi, à moindre dose, mais quand même, ça reste des minorités très importantes de personnes qui croient que gifler, harceler, voire tuer quelqu'un est nécessaire justement pour éliminer cette menace-là. Vous avez cité l'exemple des élus démocrates. Il y avait d'autres personnes qui se sont fait tirer dessus, aussi des élus démocrates. Il y a aussi le mari de Nancy Pelosi. Vous avez également, et à juste titre, évoqué Donald Trump. À chaque fois, ce sont des auteurs qui se revendiquent républicains ou républicains frustrés, MAGA frustrés. Et donc, ce passage à l'acte-là, on a vu pour l'instant principalement vers la droite de l'échiquier politique, mais on ne sait pas, ça peut aussi venir de la gauche à un moment donné. Une chose que j'ai remarqué dans le reportage, c'est qu'effectivement, J.D. Vance, il me semble-t-il, disait que c'est vraiment l'extrême droite qui passe à l'acte plus qu'autre chose, mais force est de constater... Gauche. Oui, extrême gauche, excusez-moi, mais force est de constater que la FBI a dressé un tableau justement des plus grandes menaces intérieures aux États-Unis, et ils ont qualifié la montée de l'extrême droite, les extrémistes de droite, comme principale menace intérieure aujourd'hui, en tout cas. Alors, on parlait tout à l'heure de chasse aux sorcières. Sachez qu'il y a eu plusieurs licenciements. L'administration Trump part en guerre contre notamment celles et ceux qui mettent des messages sur les réseaux sociaux, notamment, par exemple, une enseignante qui a dit « la haine appelle la haine » après cet assassinat, zéro empathie. Une autre militante LGBTQ qui travaille dans une société de production a été licenciée. Sa série sur Netflix annulée. Elle a déclaré « J'espère qu'elle va bien, la balle, après avoir touché Charlie Kirk. Mes pensées et prières. » Désolé de dire, mais salope nazi, on voit la violence verbale également. Voilà en tout cas pour ce volet consacré à Charlie Kirk. On voulait vous parler aujourd'hui aussi d'un autre homme. On n'a proprement parlé pas sur la scène politique, mais tout de même avec une dimension politique. Elisabeth Guedel, vous suivez pour nous l'affaire Luigi Mangione, l'assassin présumé du directeur de la compagnie d'assurance américaine. Elisabeth Guedel, cet homme, il a 26 ans, il a plaidé non coupable, il est incarcéré. Le président, pardonnez-moi, d'United Health, Brian Thompson. Qui est cet homme, Luigi Mangione, au juste, qui va comparaître, qui comparaissait, je crois, ce matin, Oui, il a comparu devant un juge de Manhattan. C'était une audience préliminaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge a abandonné les charges retenues contre lui de meurtre lié au terrorisme, ce qui lui aurait valu la prison à vie, sans possibilité d'en sortir, sans liberté conditionnelle. En revanche, évidemment, la charge de meurtre reste retenue. Ça, il ne peut pas y échapper. Donc ça, il va avoir plusieurs
plusieurs années de prison, mais c'est important qu'il n'y a plus de terrorisme, ce qui était la piste du FBI, en tout cas ce qui était avancé. C'est un jeune homme de 26 ans, effectivement, entre idéalisation, entre rébellion contre la société actuelle aux États-Unis. En tout cas, il a beaucoup de fans. Ça a été impressionnant de voir à quel point, alors que c'est le meurtrier présumé, il ne s'en est pas caché, même qu'il a plaidé non coupable, toutes les preuves sont tournées vers sa culpabilité. Eh bien, il a une certaine audience aux États-Unis auprès des jeunes, justement pour cette voix différente, rebelle contre cette société et la politisation de cette société. Et donc, pour le moment, on attend les prochaines comparutions. La prochaine, ça sera le 1er décembre ici, à New York. Voilà pour ce point. Amy Green, polarisation, là encore, elle l'esquissait Elisabeth à l'instant. Pour les uns, c'est un assassinat abject, innommable, et pour d'autres, c'est le héros, celui qui se dresse contre les abus de l'industrie de l'assurance maladie américaine. Oui, effectivement, il y a une parallèle qui pourrait se créer, ou en tout cas se constater entre différents actes de violence récents aux États-Unis. C'est qu'il y a une forme d'expression d'une méfiance, une haine envers les systèmes au pouvoir et les personnes qui les incarnent. Là, on a parlé tout à l'heure des actes de violence, des assassinats commis contre des élus, ou en tout cas des scènes de violence. Je pense au mari de Nancy Pelosi, qui, lui, n'est pas élu, mais sa femme a été. Elle a été principalement visée par cette attaque. Son mari a été agressé à coups de marteau, il me semble. Coup de marteau dans sa tête. L'assaillant est venu chez eux en cherchant Nancy Pelosi. Il est tombé sur son mari. L'ancienne présidente de la Chambre de représentants, démocrate, effectivement. Et on voit très bien qu'aux États-Unis, il y a une forme de méfiance à l'égard des institutions politiques, à l'égard des élus. Et puis là, effectivement, vous évoquez le système de santé, des assurances. Donc là, c'est des entreprises un peu anonymes qui sont considérées comme des bourreaux d'Américains ordinaires par un certain nombre de personnes qui subissent les travers de ces systèmes, les coûts faramineux justement de se faire soigner, des petites humiliations subies. Et en effet, quand on a des personnes qui commettent ces actes de violence, force est de constater... Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ça devient une espèce, on dit en anglais folk hero, c'est un héros du peuple, parce que c'est quelqu'un qui a fait l'impensable, mais en tout cas de la part de millions d'autres personnes. C'est ce qu'ils pourraient penser, qui n'avaient pas la voix ni le courage de s'exprimer ainsi. Merci beaucoup, Amy Green. Merci à vous, Elisabeth Guedel, d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci pour toutes ces précisions.